Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence de présentation des résultats annuels 2023 du groupe Arcure. Nous allons donc vous dérouler une présentation à la fois de nos résultats 2023 et de la stratégie de la société. Et puis, donc à l'issue de cette présentation, nous répondrons à vos questions. Donc sachez que vous pouvez dès à présent poser vos questions dans l'onglet questions-réponses sur Teams directement. Et puis nous répondrons également à des questions qui ont été reçues par mail avant la réunion. Donc, je suis Franck Guéraud, président directeur général de la société. Je suis Virginie Grenianin, j'interviens en tant que directrice financière de la société. Bonjour, je suis Jean-Gabriel Pointeau, directeur général délégué. Nous allons commencer la conférence maintenant. Alors, une synthèse sur Arcure. Nous sommes pionniers et solutions de référence de l'intelligence artificielle pour l'industrie. Nous avons publié en janvier 2024 le chiffre d'affaires 2023 qui s'établissait à 18,2 millions d'euros, en croissance de 40% par rapport à l'exercice 2022. Il faut savoir que Arcure a connu une croissance ininterrompue les 10 dernières années, avec en particulier donc une croissance moyenne agrégée de 32% sur la période 2020-2023. La société a 14 ans d'existence, 70 collaborateurs à peu près, et nous avons une base installée de notre produit phare Blackster d'à peu près 20 000 qui sont installés dans une cinquantaine de pays. Nous reviendrons sur notre présence géographique un petit peu plus loin. Donc, parmi les 500 premières entreprises mondiales, 39 sont des clients finaux d'Arcure, et ce, dans tous les secteurs industriels. Donc là, vous avez une liste de secteurs industriels que nous servons. Et puis, vous avez également donc un zoom sur les pays dans lesquels nous sommes présents. Nous vendons nos produits soit directement vers l'utilisateur final, soit au travers du fabricant d'engins ou de son distributeur local. Alors, notre vision stratégique, c'est de mettre l'intelligence artificielle et la technologie au service de la croissance industrielle. Nous nous donnons pour mission d'améliorer la sécurité et la productivité de l'industrie en utilisant les technologies de perception, en particulier donc les technologies d'intelligence artificielle. Nous proposons l'excellence en matière d'IA et nous faisons en sorte de mettre en œuvre donc le meilleur de l'IA pour une meilleure performance technique et une meilleure expérience client. Et tout ceci en limitant nos impacts environnementaux. L'ambition d'Arcure, c'est de rester le leader sur son marché. Nous sommes aujourd'hui le leader en matière d'IA pour la protection des piétons autour des véhicules industriels. Et comme on va le voir un petit peu plus loin dans la présentation, nous sommes en train d'élargir notre gamme de produits et services pour accompagner la digitalisation et l'autonomie des véhicules industriels. Je passe la parole à Jean-Gabriel. Donc, je vais vous parler un petit peu de notre offre produit. Donc, avant tout, le contexte général dans lequel on se situe. Donc, l'intelligence artificielle aujourd'hui est en train d'être utilisée de plus en plus dans l'industrie en général pour améliorer la sécurité et la productivité. Donc, on bénéficie d'un contexte général de déploiement de solutions d'IA, donc avec un marché qui est extrêmement important. On sent véritablement la différence parce que ça fait depuis 2009 qu'on est dans ce marché-là et donc l'environnement n'a pas toujours été aussi propice, notamment au début. Arcure, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose justement dans cette offre d'intelligence artificielle? Donc, on a représenté
un milieu industriel où on explicite un petit peu notre offre produit. Donc, on a souvent des engins industriels, comme un chariot élévateur par exemple, sur lequel on va installer une caméra intelligente, le Blackster, qui va nous permettre d'éviter les collisions avec les personnes qui travaillent dans cet atelier. Ça, c'est notre fonction historique. Et maintenant, on propose des fonctionnalités complémentaires, notamment la gestion de flotte. Donc, cette caméra est connectée. Et au fur et à mesure, on rajoute des fonctionnalités comme la checklist, par exemple, pour vérifier que le chariot est en bon état. Des fonctions de détection de choc, qui est aussi de la sécurité, des fonctions de productivité. Et à terme, d'ici quelques années, on peut imaginer que la présence de ce capteur sur le chariot qui évolue en permanence sur un site industriel pourra permettre également de digitaliser le site industriel en question pour améliorer la sécurité et la productivité. Voilà, ça c'est un peu notre vision. J'y reviendrai plus tard. Le marché actuel dans lequel on évolue, c'est un peu plus de 2 millions de véhicules neufs par an. Donc aujourd'hui, on a un taux de pénétration de l'ordre de 0,2% sur ce marché-là. Donc c'est un marché qui est en très forte expansion. Et d'autant plus que sur le marché des chariots, il y a des projections à 2032 avec une croissance de 66% du nombre de véhicules. Ça, c'est pour illustrer le fait que notre taux de pénétration actuel il est extrêmement faible et donc le potentiel de développement est extrêmement fort. Aujourd'hui, notre proposition de valeur, elle s'appuie sur 3 éléments, la vision dans l'industrie, l'intelligence artificielle et l'IoT, donc la connectivité qui permet notamment de donner des informations pour gérer la flotte de véhicules aux utilisateurs et aussi pour faire évoluer le matériel qui est installé sur les machines. L'intelligence artificielle, donc on fait de l'intelligence artificielle chez Arcure depuis 2009. Donc on a développé ce qu'on appelle un framework spécifique pour mettre au point des algorithmes d'intelligence artificielle, de les tester. Et on a également une base de données unique. Pourquoi unique? Parce qu'on bénéficie de nos 14 ans d'expérience dans l'industrie qui nous ont permis de récupérer des données sur des sites industriels qui sont privés, donc pas accessibles. Donc ce type de base de données ne se trouve pas, n'est pas achetable, contrairement aux bases de données dans l'automobile, par exemple, qui sont assez faciles à obtenir. Et ce qui est important aussi dans cette base de données, c'est la diversité. Un des éléments importants de l'intelligence artificielle, c'est d'avoir une base de données très variée pour apprendre à l'intelligence artificielle à s'adapter à un maximum de situations. Donc aujourd'hui, notre gamme de produits pour ce qu'on appelle l'aftermarket, c'est-à-dire les produits qu'on va proposer aux grands comptes utilisateurs et qu'on vendra la plupart du temps via des concessionnaires ou des distributeurs, ce sont les Blackster, donc le Blackster origine qu'on voit à gauche, et la dernière version du Blackster, notre caméra intelligente qu'on voit sur la droite, qu'on a présentée la semaine dernière à Logimat au salon de la logistique à Stuttgart. Donc cette partie-là, capteur sur l'engin, donc le chariot ou l'engin de construction, et également une plateforme connectée qui permet à l'utilisateur de gérer sa flotte et d'identifier où et à quelle heure est mon risque d'accident sur mon site, afin qu'il puisse mettre en place les actions appropriées pour réduire son risque d'accident. Les premiers utilisateurs de cette fonction connectée ont noté une division par 3 de la coactivité sur les sites, et donc mécaniquement, ça correspond à une division par 3 du risque d'accident, de collision entre engins et piétons sur un site. L'avantage aussi de cette connectivité, c'est qu'on va pouvoir rajouter des fonctionnalités supplémentaires au fur et à mesure et qu'on va pouvoir également, le cas échéant, faire évoluer le logiciel sur le matériel embarqué. On a également un autre canal, une autre offre produit pour les constructeurs d'engins, c'est ce qu'on appelle les OEM. Donc aujourd'hui, on a une relation
avec un certain nombre de constructeurs d'engins. Et notamment, la semaine dernière, on a présenté à Logimat à Stuttgart, enfin, Hugh Heinrich a présenté sur son stand à Logimat notre nouvelle caméra Blackster intégrée à un système d'aide à la conduite. Donc, c'est le type de proposition qu'on fait aux constructeurs. Et on va proposer tout un tas de briques technologiques. Donc, les constructeurs peuvent, s'ils le souhaitent, prendre uniquement du matériel avec du logiciel et pourquoi pas aussi uniquement une licence logicielle s'ils ont déjà le matériel disponible sur leur engin. Il y a tout un tas de technologies qui peuvent être de la classification, tracking, à la segmentation, qui peuvent être intégrées par les constructeurs. On va passer plus spécifiquement sur les aspects P&L et la rentabilité. Alors, tout d'abord, les faits marquants de l'exercice 2023. L'exercice se caractérise tout d'abord par une dynamique commerciale. On avait parlé lors de la présentation du chiffre d'affaires présenté en janvier. Le succès du Blackster Origin, tout d'abord, qui est la version actuellement produite du Blackster. Le développement des grands comptes. Notre croissance importante en 2023 s'est appuyée notamment sur le déploiement de flottes de Blackster dans le monde entier, avec des partenariats noués avec des grands comptes qui nous suivent à l'international et que nous sommes capables de servir à l'international grâce à notre présence et grâce à un réseau de distribution également. Une intensification de nos échanges avec les OEM. Il faut savoir que tous les constructeurs de machines ont une feuille de route pour l'IA sur leurs machines et donc nous sommes en discussion avec la plupart d'entre eux pour leur fournir des technologies d'intelligence artificielle Blackster sur les futures gammes de leurs produits. Enfin, on a annoncé en décembre 2023 un accord mondial avec ArcelorMittal, donc qui déploie l'installation de sa flotte de Blackster dans le monde entier sur l'ensemble de sa flotte de véhicules. Ensuite, l'autre fait marquant, c'est l'élargissement de l'offre produit. Vous savez que nous avons annoncé en 2023 une diversification de notre offre afin d'accroître le revenu par client. Et donc pour cela, nous annonçons des nouvelles fonctionnalités. Il y a toute une feuille de route qui va être déployée dans les mois et les années qui viennent et qui a commencé déjà l'an dernier, avec en particulier l'annonce de la checklist, de la fonction zoning et de la fonction détection d'objets singuliers. Sachant que, par ailleurs, la semaine dernière, nous avons présenté la nouvelle génération du Blackster, qui était notamment présente sur le stand de l'un des principaux constructeurs mondiaux. Concernant la rentabilité, nous estimons que nous avons désormais une rentabilité qui est robuste. Sur la base d'un chiffre d'affaires 2023 de 18,2 millions d'euros, nous réalisons donc sur le même exercice un résultat net de l'ordre de 10% à 1,8 million d'euros, un résultat d'exploitation à 1,7 million d'euros et un EBE de 4,1 millions d'euros donc sur le même exercice. Virginie va revenir un petit peu plus dans les détails de ce PNL et notamment dans la façon dont nous produisons du cash flow grâce à ce résultat. Concernant la marge brute, vous savez que c'est un sujet que nous présentons traditionnellement dans la présentation des résultats, puisqu'il y a un travail important qui est fait chez Arcure pour améliorer la rentabilité des produits vendus et la marge brute. On passe entre 2022 et 2023 d'une marge brute de 51% à une marge brute de 57%. Ce résultat est obtenu grâce notamment à la baisse du coût de production observée sur Blackster Origin par rapport à la précédente version du Blackster, mais également par le maintien de nos prix de vente. On a été capable, malgré la croissance importante du chiffre d'affaires, de maintenir la stabilité de nos prix de vente. Et je passe la parole à Virginie. Donc, comme nous venons de l'évoquer, l'excédent brut d'exploitation et le résultat net sont en forte augmentation cette année par rapport à l'exercice 2022.
Notre excédent brut d'exploitation représente environ 22,5% du chiffre d'affaires et s'établit à 4,1 millions d'euros contre 1,1 million d'euros l'année précédente. Ceci grâce d'une part à la croissance de nos ventes ainsi qu'à l'augmentation du taux de marge brute qui est passé de 51% à 57%. L'excédent brut d'exploitation inclut des autres produits et notamment 0,8 millions d'euros au titre du crédit d'impôt recherche de l'exercice, ainsi que 2 millions d'euros au titre de la production immobilisée, correspondant quant à elle aux frais de développement de la future version du Blackster. Ces éléments sont relativement stables par rapport à 2022. Le résultat d'exploitation s'établit à 1,7 million d'euros et tient compte de dotations aux provisions et aux amortissements à hauteur de 2,4 millions d'euros, dont notamment 2 millions d'euros concernant l'amortissement du Blackster Origin. Le groupe a également enregistré des charges financières nettes à hauteur de 0,6 million d'euros sur l'exercice, qui correspondent principalement aux intérêts liés à la dette financière ainsi qu'aux effets de change. Le résultat exceptionnel s'élève à 0,2 million d'euros et représente l'impact au compte de résultat des subventions d'investissement qui ont été comptabilisées au cours des exercices précédents. Ensuite, après un produit d'impôt de 0,5 million d'euros, le résultat net s'établit à 1,8 million d'euros sur l'exercice et représente environ 10% des ventes. Alors, la croissance de notre activité a permis d'améliorer la structure financière du groupe. Donc, nous avons un actif immobilisé qui reste stable à 5,7 millions d'euros, qui s'élève à 5,4 millions d'euros. Nous reviendrons un petit peu plus tard sur son évolution. Il faut en revanche noter une forte augmentation au niveau des autres créances, qui s'explique notamment par les créances fiscales et en particulier la créance de crédit d'impôt recherche, qui s'élève à 1,5 million d'euros à la fin de l'exercice et qui correspond en réalité à 2 années de crédit d'impôt recherche, à savoir 2022 et 2023, toutes deux étant en attente de remboursement de la part de l'État. Les capitaux propres sont renforcés grâce aux bons résultats de l'exercice à 6,8 millions d'euros contre 5,1 millions d'euros en 2022. Par ailleurs, nous avons poursuivi le désendettement de la société avec des dettes financières qui s'élèvent désormais à 7,8 millions d'euros. La trésorerie en fin d'exercice s'établit à 3,7 millions d'euros. Alors, la croissance de l'activité a permis de générer des flux de trésorerie positifs au niveau de l'activité à hauteur de 2,2 millions d'euros et ceci malgré la croissance du BFR de 1,9 million d'euros. Par ailleurs, donc Arcure a poursuivi ses efforts de recherche et de développement qui se traduisent notamment par des investissements à hauteur de 2,2 millions d'euros. Enfin, la consommation de trésorerie au niveau des activités de financement représente 1,1 million d'euros et correspond principalement au remboursement des emprunts. Et je laisse la parole à Franck. Donc, comme on l'a évoqué précédemment, notre stratégie d'expansion commerciale est une stratégie mondiale. La répartition du chiffre d'affaires d'Arcure s'appuie sur tous les continents, principalement l'Europe et l'Amérique du Nord, bien entendu, donc avec un poids important de la France, de l'Autriche, du Royaume-Uni pour l'Europe, et puis l'Amérique du Nord pèse quand même 25% du chiffre d'affaires. Donc cet élément de diversification géographique est essentiel dans notre stratégie de croissance, puisque ça nous permet de bénéficier du meilleur de la croissance mondiale, là où il se produit, et puis de ne pas être impacté trop lourdement par les récessions lorsqu'elles apparaissent dans tel ou tel endroit du monde. Et il se trouve que comme nos clients types sont des grands groupes internationaux,
il est essentiel pour nous de pouvoir les suivre à l'international sur l'ensemble des continents afin de bénéficier complètement de ces opportunités commerciales. Les canaux de distribution, donc pour ceux qui nous suivent régulièrement, sont un petit peu les mêmes que l'année précédente. On a un cinquième du chiffre d'affaires fait via les OEM, donc c'est de l'intégration usine de nos produits auprès des constructeurs de machines. Un cinquième de vente directe aux utilisateurs finaux, puisque nous sommes présents en direct dans un certain nombre de territoires et nous vendons en direct à certains clients. Et puis donc pour près de 60%, des ventes indirectes, en particulier qui sont faites par les concessionnaires de machines qui vendent de Blackster donc en option sur les machines, ou par des distributeurs qui nous représentent sur certains territoires où nous ne sommes pas présents. Comme je l'indiquais précédemment, nous rappelons ici que parmi les 500 premières entreprises mondiales, 39 sont des clients d'Arcure. Je passe la parole à Jean-Gabriel pour la stratégie. On va partager quelques éléments de notre stratégie. Donc un rappel avant tout sur notre croissance organique. Donc en 2021, on avait donné une guidance, une orientation au marché avec un objectif de doublement du chiffre d'affaires à horizon 2024. Donc effectivement, aujourd'hui, donc on se rapproche de cette guidance. Et donc, on confirme notre objectif de au moins atteindre cette guidance en 2024. Et on ne donnera pas de guidance pour la suite, sachant qu'on a néanmoins des ambitions de croissance, de continuer fortement la croissance et de profiter justement du déploiement de ces technologies dans un marché où le taux de pénétration est extrêmement faible. Concernant notre stratégie court terme, donc aujourd'hui, comme on est en phase de déploiement dans un marché à très fort potentiel, on est dans une phase où on est en train de se déployer, d'augmenter, de diversifier nos clients et d'augmenter notre taux de pénétration chez les clients. Donc ça, c'est l'axe horizontal sur le développement commercial qui est en cours. Et on a également un autre axe qui est d'augmenter les fonctionnalités qu'on va proposer aux clients pour accroître le revenu par client. Concernant l'environnement dans lequel Arcure évolue et comment on se positionne aujourd'hui. Donc on est aujourd'hui dans un marché où il y a une très forte évolution de l'intelligence artificielle et notamment du matériel qui permet de faire tourner de l'intelligence artificielle. Il y a une bataille entre les fabricants de processeurs. Pour nous, c'est une très bonne opportunité pour pouvoir en profiter et améliorer la valeur qu'on va proposer à nos clients. Donc une très forte évolution du matériel disponible, très forte évolution aussi, amélioration par la communauté des algorithmes d'intelligence artificielle généraux, et une très forte acceptation et demande des grands comptes internationaux d'améliorer la sécurité et la productivité de leurs sites avec de l'intelligence artificielle. Donc, fort de ce contexte, Arcure se repositionne sur ses compétences clés qui sont l'intelligence artificielle, le logiciel et le système. Le système, c'est la capacité à sélectionner ou designer du matériel pour y mettre du logiciel et de l'intelligence artificielle pour résoudre un problème pour un client. Donc notre stratégie moyen terme, elle est en phase de transition. On était sur une offre de détection de piétons pendant plusieurs années. Aujourd'hui, on est dans une transition vers une offre davantage axée sur le logiciel, sur une plateforme agnostique, c'est-à-dire indépendamment du hardware, du matériel disponible et connecté. Donc, par rapport à ça, on a deux axes principaux de développement. Donc, le premier axe qui est ce qu'on appelle l'axe aftermarket, donc proposer aux grands clients utilisateurs et aux concessionnaires une plateforme avec de plus en plus de fonctionnalités. Et ensuite, un second axe vers les fabricants d'engins de construction ou de chariots élévateurs notamment, à qui on va proposer des briques technologiques qui peuvent être à la fois un mélange de matériel et de logiciel, et pourquoi pas uniquement du logiciel. Pourquoi? Parce que les constructeurs, ils sont en train de développer leur propre architecture et leur propre système, et afin de réduire la mise à disposition au marché de ces technologies-là, ils sont intéressés par des partenaires
pour leur permettre de proposer des technologies qui sont éprouvées sur le terrain. Sur ce transparent-là, on peut voir un résumé de nos stratégies. Donc, à gauche, un environnement en très forte évolution concernant l'intelligence artificielle, aussi bien le matériel que l'IA en général. Au centre, notre centrage vers l'intelligence artificielle en exploitant notre framework d'intelligence artificielle, le logiciel et les systèmes de perception. Nos deux axes de développement actuels, donc la digitalisation des engins industriels et la fourniture aux constructeurs de briques de technologies de perception. Donc ça correspond à ce qu'on est en train de déployer actuellement, donc la digitalisation des véhicules. Et si on regarde un petit peu plus loin, dans quelques années modulo l'évolution de l'IA, mais ça va extrêmement vite en ce moment. Notre vision, c'est qu'on va pouvoir contribuer à digitaliser aussi les sites industriels avec de l'intelligence artificielle, notamment LLM, donc Large Language Model, ce qui est utilisé notamment dans ChatGPT. Voilà, donc l'avantage de la digitalisation des sites industriels, c'est que les retours sur investissement pour les clients finaux sont encore plus importants que pour les sites industriels. Voilà en résumé la vision stratégique qu'on a aujourd'hui pour Arcure, compte tenu de l'évolution générale de notre écosystème. Donc maintenant, on va répondre à des questions qui nous ont été posées par différents canaux. Voilà. On va sûrement commencer par les questions qui étaient posées avant la conférence, là, donc on les avait avant. Et ensuite, Marc va nous lire les questions qui ont été reçues pendant la conférence. Je vais commencer par la première qui est arrivée, qui concerne les dividendes. C'est une question classique, hein, on l'a chaque semestre. Et donc, en résumé, notre stratégie ne change pas. Donc, on nous demande quel sera le montant du dividende et la date du détachement. Donc, la stratégie d'Arcure aujourd'hui, c'est de ne pas verser de dividendes parce que nous avons de telles opportunités de croissance que nous préférons réinvestir autant que possible pour aller chercher cette croissance qui se présente à nous aujourd'hui. Et donc, il serait bien imprudent à ce stade de verser des dividendes. On pense qu'on peut créer de la valeur en réinvestissant la marge d'Arcure dans le développement technique, dans le développement commercial. Vous l'avez vu, on a des ambitions de croissance extrêmement agressives. Et pour l'instant, on n'est pas au bout de ce potentiel de croissance. Ça peut changer dans le futur, bien entendu, mais à ce stade, donc, il n'est pas prévu de verser des dividendes. J'ajoute que, comme l'a présenté Virginie, nous utilisons aujourd'hui notre trésorerie quand même pour désendetter la société. Nous avons une dette financière qui est quand même assez élevée. Et donc, nous avons une gestion très sérieuse sur ce sujet-là, de désendettement de la société. Donc, il serait aussi imprudent de distribuer des dividendes à l'heure où nous devons rembourser une dette assez importante. Continuons cette trajectoire de décroissance de la dette en 2023. Question suivante, je te passe sur les laboratoires. Donc, question suivante, donc on avait une question sur un groupe de travail avec le LNE notamment. Donc le LNE, c'est une tierce partie en France. Donc effectivement, on a participé à un groupe de travail en France sur l'intelligence artificielle avec plusieurs acteurs. Il y avait notamment Thales et Valeo dans les acteurs. C'est un groupe de travail dont l'objectif était de commencer à préparer des éléments pour réglementer l'intelligence artificielle. Il y a une problématique actuellement en Europe sur comment réglementer l'intelligence artificielle en général. Et donc, dans ce cadre-là, on participe à des échanges ou des groupes de travail, notamment ici, avec différents acteurs qui peuvent être français, européens ou américains. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, on a défini les bonnes pratiques, donc avec ces grands acteurs qui étaient dans ce groupe de travail, les grandes pratiques et les recommandations à appliquer dans ce qu'on appelle un framework d'intelligence artificielle. Donc, comment s'assurer qu'on développe un produit qui va être suffisamment fiable
Et comment s'assurer que quand on le fait évoluer, eh ben, on s'assure qu'il n'y ait pas de régression. Voilà, donc il y a tout un tas de bonnes pratiques, et donc nous on est aligné avec ces bonnes pratiques-là. Et l'objectif du groupe de travail, c'était de définir un petit peu ces grandes pratiques-là pour peut-être, in fine, contribuer à faire une réglementation. Ensuite, donc après, il y avait une question sur, imagine, les collaborations avec Thales. Donc Thales, c'est un acteur industriel important en France, mais l'intelligence artificielle, c'est très spécialisé. Thales est sur un type d'activité assez différent. Donc, au-delà de la possibilité parfois d'être dans des groupes de travail avec Thales ou d'échanger sur des bonnes pratiques générales de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il n'y a pas de collaboration active avec Thales. On est sur des secteurs d'activité assez différents. Ensuite, on avait une autre question sur les constructeurs. Donc voilà, est-ce qu'on initiait des ventes avec différents constructeurs, Toyota, Hyster et d'autres? Donc aujourd'hui, on travaille, enfin, on est en relation avec un certain nombre de grands constructeurs. Donc évidemment avec Hugenrich, comme on a pu le voir à Logimat, mais à Logimat, on équipait aussi un chariot style notamment, du groupe Kion. Donc, on a des échanges avec différentes marques et les principaux grands groupes, aussi bien sur les chariots que sur les engins de construction. Maintenant, on ne partage pas publiquement les informations sur ces relations-là, ça fait partie du secret commercial. Mais évidemment, c'est un de nos objectifs de déploiement assez fort pour livrer des briques technologiques, comme je l'ai expliqué un petit peu plus tôt, ou du matériel. Voilà, ça dépend un petit peu des contextes et ça peut évoluer dans le temps. Ensuite, il y avait une question sur la stratégie OEM. Donc, effectivement, l'intérêt en termes de coût et délai, voilà, c'est un des enjeux pour les constructeurs de travailler avec nous, c'est d'avoir des solutions qui ont été éprouvées sur le terrain et qui leur permettent de mettre à disposition dans des délais assez raccourcis, notamment la détection de piétons, mais ça peut être d'autres éléments. Et une autre question, je fais sa dernière. Donc, une question qui concerne la pérennité de l'entreprise à long terme. Donc, c'est un point critique et effectivement, on peut confirmer que c'est un point critique. Vos clients veulent être assurés que votre service sur le long terme, de votre service sur le long terme, vous êtes encore une petite structure, prévoyez-vous de les faire entrer au capital, donc les clients, ou toute autre opération capitalistique de nature à rassurer sur la pérennité de l'entreprise. Donc oui, c'est un point critique. La pérennité de l'entreprise, on y travaille au quotidien. Elle est meilleure chaque année, comme vous le voyez, notamment avec la solidité financière. Et puis également, du point de vue de la réputation de la société, il y a quand même un changement très important qui n'est pas seulement lié à la pérennité financière, qui est lié au fait qu'on fait partie du paysage depuis 14 ans maintenant. Et donc, les gens considèrent Arcure et Blackster comme une solution pérenne parce qu'on est là depuis longtemps, parce qu'on était les premiers sur le marché de la détection de piétons à base d'IA, parce qu'on est monté d'usine chez les constructeurs, et donc il n'y a pas grand monde qui peut dire ça, et puis parce que c'est la solution qui marche. Et alors ça, c'est quand même la chose qui se voit maintenant comme le nez au milieu de la figure, c'est-à-dire qu'acheter une caméra d'IA pas chère sur Internet, ça, tout le monde peut le faire. Mais acheter un détecteur de piétons qui détecte avec les performances de référence d'un Blackster, ben, là, il n'y a que Arcure qui peut fournir ce genre de produit. Et donc, cette reconnaissance de la qualité technique de nos produits fait que de plus en plus, non seulement d'utilisateurs finaux, mais de constructeurs se tournent vers nous. Et c'est au point où même des fabricants de caméras se tournent vers nous aussi de plus en plus pour leurs algorithmes. Donc la pérennité, elle tient aussi au sérieux industriel et à la performance des produits. Donc quant aux questions plus capitalistiques, même si bien sûr on n'exclut rien, il n'y a pas de sujet en ce moment de levée de fonds. On n'a pas annoncé de levée de fonds, on n'a pas spécialement de projet de levée de fonds à l'heure actuelle. Donc on a simplement aujourd'hui des discussions industrielles avec des industriels, notamment OEM, pour des partenariats de grande échelle, de déploiement de notre technologie, de construire des solutions ensemble, d'équiper des futures générations de véhicules, de développer des solutions qui vont même au-delà de Blackster à la détection de piétons. On a parlé de l'autonomie, on a parlé de la digitalisation. Donc voilà, tout un tas de sujets qui sont d'actualité et dans lesquels notre technologie
peut permettre à ces partenaires-là d'avancer significativement. Et donc, c'est vraiment ça la clé pour nous. On n'éprouve pas de besoin particulier de procéder autrement à ce stade. Il y a une vague qui a démarré il y a quelque temps et on surfe cette vague de croissance pour rester le leader sur l'IA embarqué dans les engins industriels. On va pouvoir passer la parole à Marc pour les questions qui sont arrivées pendant la session. Oui, absolument. Bonjour à toutes et à tous. Alors, une autre question peut-être une clarification sur la stratégie commerciale. Quand on parle des clients finaux, de quoi parle-t-on précisément? Est-ce qu'on parle bien d'Arcelor, par exemple? Voilà, donc un client, donc comment est-ce qu'on vend? Un client final pour nous, c'est Arcelor, c'est Forvia, par exemple. Donc ça, c'est des clients finaux qui sont connus, sur lesquels on a communiqué. Donc quand Forvia ou Arcelor veut s'équiper, donc nous on a une relation commerciale directement avec eux, c'est nous qui présentons les produits, qui comprenons leurs besoins, etc., qui les soutenons. En revanche, en général, dans le cadre des chariots, par exemple des chariots élévateurs, donc ils travaillent avec les marques de chariots élévateurs, et donc on va effectuer la vente auprès du concessionnaire du chariot élévateur. C'est-à-dire qu'on va rarement vendre directement au client final. Notre modèle, c'est plutôt de travailler avec le concessionnaire de chariot élévateur ou le constructeur si on est monté d'usine. Voilà, c'est la façon dont on travaille. C'est pour ça qu'on parle souvent de clients finaux, parce que un Forvia, même s'il a des centaines de Blackster, en général, il a quasiment tout acheté via ses concessionnaires. C'est vraiment du vocabulaire interne, mais qu'on utilise à chaque fois qu'on communique. On parle d'utilisateur final, du client final, pour désigner l'entreprise qui utilise le véhicule que nous équipons. Par différence avec l'OIM, qui est l'entreprise qui fabrique ce véhicule, qui est plutôt un partenaire industriel de distribution. Alors, pour rester sur ce modèle commercial qui est particulier à Arcure, est-ce qu'il est possible de dégager un axe de développement qui soit plus prometteur qu'un autre, OEM, concessionnaire et client final? Alors, les clients finaux, ce sont eux qui tirent le marché. C'est pour ça qu'on a toujours eu une activité très forte. Maintenant, comme aujourd'hui, c'est en train d'évoluer. Si on parle de volume, ce qu'on pense, c'est que les fabricants vont intégrer ce type de technologie de façon de plus en plus large, ce qui va permettre aussi un accès à la technologie beaucoup plus large, un taux de pénétration beaucoup plus large. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on discute de plus en plus avec les constructeurs. Donc, notre stratégie aujourd'hui, c'est de développer de plus en plus les relations avec les fabricants d'engins et de chariots élévateurs. On parlait d'ArcelorMittal, une question sur l'évolution de ce partenariat, montée en puissance. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des données ou est-ce que c'est toujours couvert par ce fameux secret commercial? C'est en cours de développement. Donc, Arcelor est en train de déployer la solution sur plusieurs sites actuels. À l'international, est-ce qu'on peut répondre à ça? Un peu à l'international, oui. On travaille dans pas mal de pays. Donc, quand on parle d'Arcelor, ce n'est pas qu'en France, c'est aussi dans d'autres pays. Alors, une question sur le coût de l'équipement d'un véhicule. Combien ça coûte d'équiper un véhicule? Et est-ce que l'arrivée de compétiteurs sur ce marché va avoir un impact sur les prix? Est-ce qu'il y a des baisses de prix à envisager ou non? Donc oui, c'est un sujet. Bon, le prix dépend vraiment de ce qu'on vend, mais une version de base en France, ça va coûter pour l'utilisateur final dans les 5 000 €, un truc comme ça. Voilà, c'est une version du Blackster de base. La compétition, bien sûr, est présente. On fait face à la compétition sur tous nos territoires. Elle existe. Et notre stratégie n'est pas nécessairement d'aller nous battre sur le prix. Aujourd'hui, il y a de la valeur dans la technologie qui est vendue par Arcure. Donc, on n'a pas une stratégie de low cost. Néanmoins, on a quand même aujourd'hui des discussions pour des flottes massives, des quantités vraiment gigantesques. Et donc là, nous, on a un impératif quand même de pouvoir industrialiser encore plus le produit pour pouvoir faire des remises importantes sur les quantités, chose qui n'était pas vraiment faisable jusqu'ici. Donc, il y a
pour les gens qui en achètent beaucoup, il y aura sûrement une possibilité d'avoir des remises significatives. J'ajoute à cela que la stratégie de distribution indirecte nous crée aussi une obligation de pouvoir donner des remises aux distributeurs de machines ou aux distributeurs du Blackster. Donc ça s'ajoute quand même à la contrainte forte sur le coût de production. Une question d'un ou d'une actionnaire ou investisseur qui voudrait savoir si Arcure a vocation à moyen ou long terme à aller équiper des transports ou des voitures particulières, c'est-à-dire passer du off-road aux véhicules routiers. À moyen ou long terme. Donc, aujourd'hui, dans le plan stratégique tel qu'il a été présenté, on reste sur le marché off-road, donc de l'industrie et des engins de chantier. Le marché on-road paraît effectivement attractif de par ses volumes, mais sur le marché off-road, il y a des contraintes qui sont assez différentes, notamment au niveau de la fabrication. Ça nécessite une excellence opérationnelle en termes de qualité et de quantité qui sont fabriquées. Donc aujourd'hui, c'est plutôt la chasse gardée des tier 1 de l'automobile. Et nous, notre positionnement n'est pas d'aller affronter en direct ces tier 1-là. Pour l'instant, c'est plutôt notre positionnement. On est plutôt sur un marché relativement de niche par rapport à ça, mais sur lequel on peut apporter de plus en plus de valeur dans l'industrie. Question sur la fabrication des caméras. Est-elle sous-traitée? Si oui, dans quel pays? Oui, donc on a depuis le début une stratégie de sous-traitance de la fabrication. On maîtrise les opérations d'assemblage final, la supply chain, la qualité, les méthodes de fabrication, bien sûr le design des produits, le logiciel. Voilà, donc on a quand même une certaine maîtrise, mais les opérations de fabrication elles-mêmes, on les a toujours sous-traitées. La fabrication des composants aussi, ça a toujours été sous-traité depuis le début de la société. Donc on poursuit dans cette approche-là. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on préfère concentrer nos moyens sur la techno plutôt que d'investir dans des machines, etc., recruter des gens qui sont d'une certaine technicité. Et en plus, ça permet d'être scalable en bon français. Donc, s'il y en a une accélération des ventes, il faut voir que des croissances de 40% quand même, si vous avez des assets très fixes pour fabriquer, vous êtes très limité dans votre capacité de croissance. Là, on travaille avec des partenaires industriels dont c'est le métier et qui savent accélérer très vite en cas de croissance. Donc, c'est vraiment beaucoup plus souple pour nous de faire comme ça. Donc, on va continuer de faire comme ça. Dans l'état actuel des choses, donc les composants sont fabriqués dans plusieurs endroits dans le monde. Il y a de la France, bien sûr, beaucoup de France. Il y a de l'Inde, il y a de l'Allemagne, il y a de la Chine, je crois. Il y a des États-Unis. Voilà, on fabrique les composants un peu partout. Et après, l'assemblage final ou les opérations finales, c'est fait pour l'instant en France. On n'a pas spécialement prévu d'ouvrir d'unités ailleurs à ce stade. Mais l'avenir nous dira s'il faut envisager des changements de ce côté-là. Question sur une éventuelle option de stratégie de licence, de licensing de l'offre. Oui, alors tout à fait. Donc ça, c'est un des points que j'ai évoqué. Donc comme on a un positionnement de plus en plus logiciel, on peut proposer aujourd'hui, on a des discussions avec un certain nombre d'acteurs qui peuvent être soit des constructeurs, soit des acteurs, ce qu'on appelle les fournisseurs des tier 1, pour proposer nos solutions logicielles sous forme de licence. Effectivement, parce que on fait cette évolution de système complet vers du logiciel avec toujours une capacité système. Donc, on souhaite toujours servir le marché aftermarket en sélectionnant le meilleur matériel disponible. Mais les constructeurs qui ont déjà sélectionné leur propre matériel, ils pourront, s'ils le souhaitent, uniquement acheter une licence logicielle Blackster. Blackster au sens de fonctionnalités actuelles, mais aussi d'autres fonctionnalités futures. Alors, une question plus financière. Prévoyez-vous une augmentation de capital? Oui, c'était évoqué tout à l'heure. Donc, non, pas à ce stade. On n'a pas prévu d'augmentation de capital, en tout cas en 2024. Dans le futur, il ne faut jamais l'exclure, parce qu'il peut y avoir des opportunités qui se présentent. Néanmoins,
le management de la société considère que la valorisation en bourse est très nettement insuffisante pour envisager une opération comme ça. Et comme il se trouve qu'on n'en a pas spécialement besoin, ben, on n'a rien prévu pour le moment. En ce qui concerne les débouchés, le secteur agricole, la place du secteur agricole, tracteur des moissonneuses-batteuses, est-ce que c'est un segment porteur ou non, une cible? Donc aujourd'hui, alors, historiquement, on n'a pas ciblé le secteur agricole. On a quelques unités qui partent dans le secteur agricole. Ça peut être une option. Voilà, ça peut être une option. Maintenant, en fait, pourquoi on n'a pas ciblé le secteur agricole jusqu'à aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, c'est dans l'industrie que la traction pour améliorer la sécurité et le déploiement de ces solutions est la plus forte. Voilà. Le secteur agricole, ça va peut-être venir, on suit ça de près. Question sur la marge brute, mais si ça a été un peu évoqué pendant la présentation, la transition vers le logiciel, est-ce que ça a un impact sur les objectifs de marge brute? Est-ce qu'on a des objectifs pour 2024? On a parlé de... Oui, alors en tout cas, on peut considérer qu'à partir du moment où le chiffre d'affaires logiciel deviendrait prépondérant ou significatif dans le chiffre d'affaires, dans le mix, ça impacterait très fortement la marge brute, puisque c'est du 100% quasiment, la marge brute sur le logiciel. Pas 100% exactement, mais ce sont des marges brutes très très fortes. Cela dit, dans nos projections de chiffre d'affaires pour 2024, la proportion de logiciels reste encore très faible. Donc, on n'a pas prévu que l'augmentation de marge brute éventuelle de 2024 soit liée spécifiquement à la part du logiciel. Mais dans les années qui suivent, on va suivre ça de près. Comme l'a expliqué un petit peu Jean-Gabriel, on ne peut pas anticiper quelle sera la proportion de licences logicielles dans le mix produit des années qui viennent, parce que ça va dépendre beaucoup de la nature des accords avec les constructeurs. Mais si cette proportion devenait importante, ça impacterait d'autant le taux de marge brute. Une question sur les représentations commerciales. Quelqu'un qui nous demande si on aurait besoin d'une représentation commerciale aux États-Unis. C'est peut-être l'occasion de faire le point sur la manière dont la commercialisation est organisée dans le monde. On est présent donc dans le monde entier, mais essentiellement en Europe et en Amérique du Nord. On est présent en direct dans pas mal de pays, en Allemagne, en France, en Espagne, au UK, et après dans des autres pays, on y va avec des partenaires. Sur l'Amérique du Nord, on a une présence directe sur le territoire américain. On a créé une filiale il y a 4-5 ans. Il y en a des vendeurs en direct et des techniciens qui sont en direct sur le territoire américain. On a un centre de réparation établi aux États-Unis. On stocke les produits aux États-Unis dans une warehouse. Donc, on a une présence physique, commerciale, on a des partenariats de distribution, on a des liens assez forts avec des réseaux de distribution d'engins aux États-Unis. On a des liens qui se constituent et qui se renforcent de plus en plus avec des fabricants de machines américains aussi. Donc, le déploiement n'est qu'à son début, mais on a quand même posé les bases d'une ambition assez forte. Et ensuite, il y a le Canada et le Mexique sur lesquels on va de façon moins directe, avec des partenaires de distribution pour accompagner également nos clients sur ces territoires-là. Il reste 2 questions. Il y a une petite question sur la marge brute. Est-ce qu'il y aurait un upside sur la marge brute qui serait lié à des volumes plus importants? Non, ça c'est une question à laquelle on répond assez souvent. En fait, on est sur des volumes de production où pour améliorer le coût de prod en augmentant les volumes, il faudrait changer d'échelle. C'est-à-dire qu'on bénéficie d'ores et déjà, pour beaucoup de nos composants, de tarifs du type grand public, on va dire, ou en tout cas consumer. Donc, on a déjà bénéficié de ça, et donc ce qui fait que ce n'est pas parce qu'on multiplierait par, disons, 4 ou 5 nos volumes, ou même par 10, que ça changerait fondamentalement le coût de production du produit. Donc, il n'y a pas grand-chose à attendre côté coût de prod
liés au volume. Il y a plus à attendre des progrès de la technologie et de l'accroissement des performances des composants, du fait que maintenant, je crois que c'est 40% des smartphones qui ont une capacité d'IA Edge, donc forcément, ça va finir dans des produits comme les nôtres. Ces composants électroniques vont finir dans des produits comme les nôtres. Et donc, c'est plutôt ça qui fera et qui fait déjà que le coût de prod du produit est parti depuis la création de la société. Voilà, c'est de cet ordre-là et ça va continuer. Ça continue. Et puis, on a une dernière question. Ça peut être un bon moyen de terminer cette conférence sur les relations avec les actionnaires. Alors, je voulais lire, quelles vont être les relations avec les actionnaires en 2024? Bien, grâce à toi, Marc, les relations vont être excellentes. Et c'est quand même un sujet, on en avait parlé en fin d'année dernière, on avait dit on va insourcer je parle vraiment très mal français, on va internaliser cette compétence de relations investisseurs, donc on t'a recruté, et maintenant on souhaite avoir des relations plus directes avec nos actionnaires, on souhaite mettre à disposition un maximum d'informations, donner de la visibilité, donner de la transparence. Donc on fait notre maximum pour ça. On sait que pour une boîte de notre taille, c'est un investissement important, c'est pas traditionnel, mais on considère que c'est un effort qui est nécessaire parce qu'on a un potentiel de croissance énorme, on est sur un marché qui explose et donc il est très important de le faire savoir, d'échanger. On veut accroître la liquidité sur le titre. La liquidité sur le titre, historiquement, est trop faible. Ça s'est nettement amélioré depuis le début de l'année, hein, bien entendu. Tout le monde l'a perçu. Mais on n'est qu'au début. On pense qu'on n'est qu'au début. On va continuer, notamment ces conférences investisseurs. On essaie d'améliorer la qualité de ces conférences. On essaie d'améliorer la qualité du contenu qui est produit vers les investisseurs. Et puis également de faire des réponses plus personnalisées, de faire des forums investisseurs pour les professionnels des fonds d'investissement. Donc, on fait un travail très particulier. Normalement, enfin, la conclusion, c'est que la relation investisseur pour Arcure change en 2024. Voilà, c'est vraiment une nouvelle étape pour nous et on espère que vous allez tous le constater. C'est vraiment notre objectif. Et nous n'avons plus de questions, mais un remerciement pour cette présentation très instructive et des souhaits de bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne fin de journée.